Eh bien, donc, je vais vous parler d'éducation, d'éducation des mathématiques en particulier. Et je vais me concentrer sur le triptyque manipuler, verbaliser, abstraire. Donc, pour dire qu'en mathématiques, on manipule pas mal. Et donc, il y a des choses qu'on a du mal à concevoir simplement par la pensée. Mais que quand on les manipule, ça devient quand même un peu plus concret. Mais si on veut vraiment les asseoir en tant qu'apprentissage, eh bien, il faut aussi les verbaliser et abstraire cette notion-là. Okay. Donc, je vais prendre en particulier l'exemple du volume, de la question du volume, qui semble une question très simple, puisque c'est introduit tout à fait simplement dans le cycle 3. Donc, quand vous êtes en 6e, vous devez savoir ce que c'est que le volume d'un cube. Mais en fait, est-ce que vous le comprenez bien? Voilà. Et est-ce que nous, adultes, eh bien, on le comprend bien? Est-ce que nos étudiants comprennent bien cette notion? Eh bien, ce n'est pas forcément si évident que ça. Alors, tout d'abord, je me présente. Donc, merci Livia, j'ai été déjà présenté. Donc, je suis le directeur adjoint de l'IREM, l'Institut de recherche et l'enseignement des mathématiques. Et tout ça, ça se passe à Lyon, donc dans notre splendide université Lyon 1. Et donc, je suis formateur à l'INSPE de Lyon, l'Institut national supérieur de pédagogie, du professorat et de l'éducation. Ah, d'accord, je peux enlever mon masque. Très bien, très bien. Merci. Et donc, je suis aussi chercheur au laboratoire S2HEP, Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratique. Alors donc, l'IREM de Lyon a, comme l'a dit Livia, différents projets européens, des projets en particulier, des projets Erasmus+. Je vais en toucher quelques-uns. Voilà. D'ailleurs, le masque, c'était masque 3, donc un petit jeu de mots sur masque et l'acronyme de notre projet. OK. Et donc tout ça, ça se passe à Lyon, dans cette grande ombrelle qu'est l'Université de Lyon. Et nous, en maths, et en particulier ici Lyon 1 et l'Institut Camille Jordan, je suis associé à l'Institut Camille Jordan aussi. Et donc, la ville lumière est tout un microcosme, un environnement très intéressant pour l'enseignement des mathématiques, parce qu'il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs avec lesquelles on collabore. Et puis, il y a un endroit absolument fabuleux qui est la Maison des mathématiques et de l'informatique, et qui nous permet de faire des choses très chouettes. Donc, par exemple, le congrès Math-Engine, où pendant 3 jours, on accueille des jeunes du quart nord-est, du quart sud-est, pendant 3 jours, donc, où ils exposent des mathématiques. Donc, quand vous avez un petit bambin de 6e qui ne vous lâchera pas tant que vous avez tout compris aux engrenages, eh ben, vous ne vous demandez pas pourquoi vous êtes là, quoi. C'est-à-dire qu'on est fiers de faire le métier d'enseignant. Et donc, on a aussi, ça c'est la MMI, la Maison des mathématiques et de l'informatique, donc, qui se trouve qui se trouve physiquement à l'École normale supérieure de Lyon. OK. Donc, on organise aussi des écoles d'été. Bon, alors, bien sûr, Covid oblige, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Mais bon, faut dire qu'à Lyon, on a une équipe autour de la vulgarisation des mathématiques qui est vraiment super. Donc, si vous n'avez pas vu les films de Joss Lace, Étienne Gis et Aurélien Alvarez, eh ben, je vous conseille de vraiment les voir. Donc, KO Math et puis le Dimension. Ça fait déjà quelques années qu'ils sont sortis, mais ça a été vraiment ce qui a placé la place de Lyon, enfin la ville de Lyon, comme le centre de la diffusion des mathématiques en France. Et donc aujourd'hui, la relève est assurée. Donc on a Olga Rosmaskevitch et ici Marie L'Huissier qui font de très beaux projets autour de la vulgarisation des mathématiques en particulier. Donc Marie fait des comptes. Elle a des comptes sur plein de domaines des mathématiques et je vous enjoins à aller voir ce qu'elle fait. Très bien. Donc ça, c'était pour Lyon et ce qu'on fait, quoi. Donc, manipuler, verbaliser, abstraire, on va faire des choses autour du volume. Okay. Donc, il faut vraiment toucher pour croire au volume, franchement. On avait dit que c'était OK pour faire des sondages.
D'accord? On n'a pas vraiment eu le temps de répéter très fort, mais j'aimerais bien que ce soit possible de faire les sondages à un moment donné. Mais donc, on va s'intéresser à un objet intéressant, enfin voilà, un objet super que j'aime beaucoup, qui s'appelle le tétraèdre régulier. Alors, j'en ai dans mon sac, voilà, toc, toc, toc. J'ai tout un tas de trucs dans mon sac. J'ai un grand sac plein de Bon, ça, c'est un tétraèdre. Okay, là, vous avez des tétraèdres. Alors, pourquoi tétraèdre? Tétraèdre, parce que tétra, en grec ancien, ça veut dire 4. Et èdre, ça veut dire face. Et donc, vous avez 1, 2, 3 et 4 faces. Okay, donc, voilà un tétraèdre avec 4 faces. Okay. Bon, alors, il se trouve que celui-là, il n'est pas régulier. Okay. Il n'est pas régulier. Un tétraèdre régulier, j'en ai aussi. Et on va... et je vais le sortir. Voilà le tétraèdre régulier. Okay. Et donc, on va s'intéresser au volume du tétraèdre régulier. Parce que, bon, si c'est un cube, vous connaissez bien le volume d'un cube, un cube de côté A, et ben son volume, c'est A au cube. C'est presque la définition, c'est tautologique. Okay. Donc, si A est en centimètres, et ben A au cube, c'est ça en centimètres cubes. Très bien, très bien. Mais c'est quoi le volume d'un tétraèdre? Il y a une formule pour ça. Et on va voir quand on va réussir à trouver cette formule. Et donc, on va s'appuyer pour ça sur un puzzle. Donc, on va manipuler. Et dans cette manipulation, on va faire un puzzle. Et un puzzle qu'on utilise beaucoup à la MMI parce que donc on a un dispositif qui est bien connu de pas mal d'enseignants de mathématiques de l'académie, qui s'appelle Matalion. Et donc, c'est une exposition itinérante qui, les années normales, est 2 jours par semaine, 2 jours par mois, excusez-moi, 2 jours par mois dans un des établissements de l'académie, que ce soit un collège ou des lycées, et des fois même la semaine entière, ça dépend si on a du temps ou si c'est un gros établissement. Et donc, on a tout un tas de choses à manipuler comme ça. Et donc, voilà, c'est une des énigmes, un des puzzles de Matalion. Okay. Mais bon, même si vous l'avez vu, peut-être que vous n'avez pas tout bien compris ce qu'il y avait dedans, toute sa potentialité. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, c'est de comprendre que en fait, ce puzzle, il vous donne la formule pour le volume d'un tétraèdre régulier. Alors déjà, je voulais dire aussi quand même que ces choses-là, c'est une collaboration avec un artiste mathématicien qui s'appelle Pierre Gallet. Et je vous enjoins à voir son site qui s'appelle l'Institut de Mathologie. Et donc, c'est beau, c'est drôle et ça fait réfléchir. Donc voilà, merci Pierre pour avoir participé à faire ces belles choses. Alors donc, voilà, donc ici on a notre tétraèdre régulier et puis notre tétraèdre pas régulier. Okay, voilà nos 2 pièces. On a ces 2 pièces-là et on en a tout un tas. Il se trouve qu'à la fin, je vais avoir 24 pièces. Okay, 24 pièces. Et ce 24, il va être important. Voilà, donc je vais toutes les sortir. Ok. Donc ce tétraèdre pas régulier là, que j'ai sorti là, en fait, on préfère le voir comme un quart d'octaèdre. C'est-à-dire que si j'en prends 4, eh bien, je vais me retrouver avec une pièce. Donc là, j'en ai pris des noirs et des blancs, mais enfin bon, peu importe. Voilà, donc j'en ai pris 4, vous voyez, donc c'est 4 fois la même chose. Et donc, quand je les assemble, eh bien, ça me forme une nouvelle figure. Et cette figure, eh bien, j'ai associé des faces les unes avec les autres. Et donc, maintenant, vous voyez qu'il y a 4 faces d'un côté, 4 faces de l'autre. Donc, 4 plus 4, ça fait 8. Et en grec ancien, 8, on dit octa. Et donc, ça s'appelle un octaèdre. Et celui-là, vous voyez qu'il est régulier. Okay, donc, avec 4 tétraèdres pas réguliers, on forme un octaèdre régulier. Alors, en fait, un octaèdre, là, si j'en prends 2, eh ben, je forme ce demi-octaèdre. Et ce demi-octaèdre, il a une face carrée. Okay, vous voyez, là, ici, j'ai 2 quarts d'octaèdre. Si je les ajoute, ça me donne maintenant
un demi-octaèdre, qui est donc une pyramide à base carrée. Okay, une pyramide à base carrée. Et donc, voilà. Donc ça c'est un demi-octaèdre. Okay, donc maintenant, si je prends deux demi-octaèdres, eh ben, j'ai un octaèdre régulier. OK? Donc voilà, donc ici, là-dedans, il y a 4 fois le volume de ce qu'il y a là-dedans. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre un octaèdre régulier et puis 4 tétraèdres réguliers. Je vais sortir ça de mon grand sac. Tchoc, tchoc. Voilà. Donc j'ai 4 tétraèdres réguliers et je vais les mettre. Je vais décorer cet octaèdre. Vous voyez que les faces de mon octaèdre régulier sont des tétraèdres, sont des triangles équilatéraux. Donc, équilatéraux, ça veut dire même jambe. Et donc, on a ici maintenant, j'ai complété mon octaèdre en un tétraèdre 2 fois plus grand. D'accord? Vous voyez ces côtés là, donc je le fais tourner de tous les côtés. J'ai maintenant un tétraèdre régulier, mais qui est 2 fois plus grand. Okay, donc alors, est-ce qu'on peut avoir le... Non, on ne va pas pouvoir avoir. Ok, donc alors... Oh, bon, on peut faire question-réponse. Très bien. Donc s'il y a le chat, c'est super. Donc d'après vous, donc je vais vous poser la question, d'après vous ici, quel est le rapport de volume entre ce petit tétraèdre-là et ce grand tétraèdre qui est ici? Okay, donc vous voyez qu'il est 2 fois plus grand. Donc si par exemple c'était de l'or massif, okay, et que ça vaut, je ne sais pas moi, 1000 € par exemple, okay, et que c'est au poids, et qu'on a maintenant ce grand tétraèdre régulier là, combien est-ce que vous seriez prêt à l'acheter, ce grand tétraèdre là? Celui-là il vaut 1000 €, combien vous m'achetez le grand tétraèdre? Okay, donc je vous laisse répondre. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Okay, je répète la question. Ça vaut 1000 €. Combien est-ce que ça vaut, le grand tétraèdre là? Combien est-ce que vous seriez prêt à payer pour l'acheter? La réponse de base, c'est 2, hein, parce qu'il est 2 fois plus grand. Alors on se dit, c'est 2. Mais enfin, là, c'est clair que si vous me le vendez 2000, alors là, j'achète, hein, parce que vous voyez que c'est clair qu'il y a déjà au moins 4. Okay, donc c'est plus que 4, puisqu'il y a déjà 4 et on a encore un octaèdre. Okay, donc c'est plus que 4. Bon alors donc, ok, c'est pas 2, c'est pas 4, c'est plus que 4. Peut-être que c'est 6. Eh ben non, c'est pas 6. Et donc on a du mal à dire combien ça fait. Okay, bah alors, pour voir combien ça fait, on va s'intéresser à un autre solide, qui est un cône. Okay, donc, je vais faire des cônes. Alors, comment est-ce qu'on fait des cônes? Ben, je vais faire des cônes avec simplement des cornets, quoi. Hein, okay, donc, vous voyez, vous prenez un angle. Là, ici, j'ai pris bêtement un angle droit, parce que voilà, quoi. Et donc, j'ai pris un angle droit double. Vous voyez qu'ici, son côté, eh bien, c'est simplement, si je le plie en deux, là, toc, eh bien, je vais le plier en deux. Toc, toc. Vous voyez que le rayon de ce grand cône, c'est exactement le double du petit cône. OK? Vous me croyez? Celui-là, il est le double. Alors déjà, vous pouvez vous demander, bon, ben, la quantité de papier. Donc il est 2 fois plus grand. Combien est-ce qu'il en faut? Vous voyez qu'il en faut quand même plus de 2, parce que si je le prends là, 1 fois, 2 fois, en fait même 3 fois, là je peux le mettre par ici, là. Vous voyez que donc c'est déjà plus que 3. En fait, c'est exactement 4 fois. Okay, donc il y a 4 fois plus de papier. Dans celui de côté 2, il y a 4 fois plus de papier. Alors maintenant, je vais fabriquer mon cône. Okay, donc pour ça, je vais prendre du scotch et je vais... donc, il faut manipuler. Hein, pour faire des maths, il faut manipuler. Donc allons-y, on va manipuler et puis fabriquer un cône et son double. OK. Ok, j'aurais dû prendre une paire de ciseaux, mais on ne peut pas penser à tout. Hein. Voilà. Toc, toc.
Merci beaucoup. C'est sympa. Donc voilà, mon petit cône. Okay. Et je vais faire donc mon cône 2 fois plus grand. Et je vais donc, hop, super, merci. Mettre du scotch pour fabriquer mon cône 2 fois plus grand. Ok. Tac, tac. Donc simplement, je plie de manière à amener un des côtés sur l'autre. Okay. Donc, vous êtes d'accord qu'il est 2 fois plus grand. Okay. Mon cornet, mon cône, il est 2 fois plus grand. Alors, combien de fois, quel est le rapport du volume entre ce petit cône qui est là et ce grand cône qui est là, qui est simplement 2 fois plus grand, c'est-à-dire il est 2 fois plus haut. Okay. Donc, je vous laisse pareil, essayer de répondre. Donc, on a vu que la surface a été 4 fois plus grande. Okay. Donc bon, on peut se dire que, bon, est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est autre chose? D'accord. Donc bah, on va voir. Okay. On va manipuler pour voir, parce que franchement, moi j'ai du mal avec ça. Alors il se trouve que j'ai pris, je vais les mettre dans l'autre sens. Mes cônes maintenant, ça va devenir des contenants. Okay. Voilà. Ok. Et j'ai amené de la semoule. La semoule, c'est plus pratique que l'eau. Hein. Et donc, je vais ouvrir ça. Tout s'est pas renversé quand je suis venu à vélo. Très bien. Et donc, je vais mettre ça là-dedans. Okay. Donc, je me demande combien de fois de volume du petit cône va y avoir dans le grand cône. Vous pouvez toujours répondre dans le chat. Hein. Okay. Donc, allons-y. Voilà, j'ai rempli une fois. Et je le mets dedans une fois. Je vais prendre une deuxième fois. Deux fois. Jusqu'ici, tout va bien. On voit que 2 fois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, ok. 3 fois. On nous dit 6 fois. Ou 8 fois. 6 fois, ça sort ou 8 souvent, fois. Hein. Ou 8 6 fois. 8 fois, 10 fois. Okay. 6 fois, c'est ce qui sort le plus. Là, donc là, j'en étais à combien? 3 ou 4? J'ai perdu mon compte. J'ai perdu mon compte. Je crois que c'était 4, mais je suis plus sûr. Donc, on va dire 4. 5. Ok, 5, on voit qu'il y a encore pas mal à remplir. Thomas nous dit, vous en avez 3. Donc, j'en avais 3, maintenant j'en ai 4 alors. Maintenant 4. 4, super, merci Thomas. 4, ok. Maintenant 5. Ok. C'était bon, dit Marine. De toute façon, c'est clairement un nombre pair. C'est clairement un nombre pair, donc c'est le double. Donc, maintenant 6. Ok. Voilà, là, je commence à voir le haut. Hein. Donc là, si je... Vous voyez, je commence à voir le haut. Donc là, je pense que c'est 6 que j'ai là. Oh, j'espère que ça ne va pas se renverser et en mettre partout dans le studio. Ok. Donc 7, ça tient encore. Mais il y a encore un peu quelque chose. Ouais. Merci beaucoup. Et là, on y va. Je finis. Et il y en a 8 qui rentrent tout juste. La réponse, c'était 8. OK? Merci beaucoup. Donc voilà, donc il y a 8 fois le volume du petit cube
dans le grand cube, du petit cône dans le grand cône. Il y a un rapport 8 de volume entre ces là. Okay, donc c'est en fait c'est le double pour les dimensions, pour les longueurs, c'est le double. Pour les surfaces, c'est 2 fois 2, parce que c'est 2 fois plus large, mais aussi 2 fois plus haut. C'est fois 4. Et pour le volume, c'est 2 fois plus large, 2 fois plus haut, et 2 fois plus profond. Et il y a un contexte, donc c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3. Okay, il y a un contexte dans lequel ce 2 au cube, ce 2 puissance 3, il vient plus facilement. C'est le contexte des cubes. Okay, si j'ai des cubes, alors donc là c'est un petit peu ballot parce que j'ai des cubes verts. Okay, donc ici vous voyez j'ai des petits dés. Okay, et donc ces dés, je vais les empiler. Et donc un cube de côté 2, vous voyez qu'un cube de côté 2, eh bien il a, c'est assez clair qu'il a 8 fois plus de son volume et 8 fois plus grand. Okay, parce qu'il est 2 fois plus large, 2 fois plus haut et 2 fois plus profond. Et donc vous pouvez manipuler et compter le fait qu'il y en a 8. Okay, bah, donc voilà, donc là ici il y a vraiment 8 dés pour faire un cube de côté 2. Et en fait c'est ça, non seulement pour le cube, mais pour tous les volumes. Et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à intégrer. On a vraiment du mal à intégrer quand on ne manipule pas. Ok, donc alors ici, revenons sur notre tétraèdre. Donc la réponse, si ça vaut 1000 €, combien vous me vendez ça? 8000. Okay, si vous me le vendez moins, moi je vais faire du bénéfice. Si vous le vendez plus, c'est moi qui vous le vends. Okay, Thomas avait trouvé. Thomas avait trouvé, bravo Thomas, merci. Donc ici, le volume là, c'est 8 par rapport, c'est 8 fois le volume de ce petit tétraèdre. Okay, donc alors bon, on va compter. Ça fait 1. Attendez, je vais enlever tout ça. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est les 4 tétraèdres qu'on avait au départ. Okay, donc ici, les 4 tétraèdres qu'on avait au départ, eh bien, ils comptent pour 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que mon octaèdre, il compte lui aussi pour 4. Okay, parce que 4 plus 4, ça fait 8. Hein, donc jusqu'ici, tout va bien. 4 plus 4, ça fait 8. Donc ici, ça signifie que là, ici, on a 2. Okay, donc ça, la moitié d'un octaèdre, ça compte pour 2. Ça signifie que un quart d'octaèdre, donc ici, vous voyez que là, ces pièces-là, c'était des quarts d'octaèdre. Donc ça signifie que le quart d'octaèdre, compte exactement pour le même volume que celui-ci. Donc un tétraèdre régulier a le même volume que ce tétraèdre un peu bizarre qui est un quart d'octaèdre. Alors en fait, on pouvait le savoir d'une autre manière beaucoup plus savante, beaucoup plus sophistiquée, et Archimède, un de mes héros, le connaissait déjà bien. Vous voyez qu'ils ont la même base, hein, c'est un triangle équilatéral. Donc si je les pose sur leur base, eh ben, en fait ils ont exactement la même hauteur. Vous voyez, si je pose sur la base, que je peux les déplacer, eh bien, je vais le mettre comme ça, ils ont même base et même hauteur, c'est-à-dire la distance verticale de leur sommet, leur apex, ils ont même base, même hauteur, donc ils ont même volume. Alors bon, il y a Cavalieri qui a compris ça encore un petit peu plus, de manière un petit peu plus générale que ça, mais Archimède, il était vraiment à 2 doigts d'inventer l'intégration et de comprendre la notion de volume comme somme d'indivisibles. Voilà, mais enfin bon, donc Archimède, il savait déjà que le volume, par d'autres moyens, là vous voyez qu'en manipulant, on a réussi à verbaliser le fait que le volume de ce tétraèdre était égal au volume de cet autre tétraèdre. Okay, on va aller un petit peu plus loin et on va voir qu'on va obtenir une formule pour le volume du tétraèdre. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Thomas nous dit, mais je n'y comprends rien, c'est pas grave, R de la base fois hauteur divisé par 2. Ah oui, donc. Alors ça, c'est pas divisé par 2, c'est divisé par 3 en fait, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne dépend que de l'aire de la base et de la hauteur. Effectivement, là, ça, c'est ce qu'on appelle un cône. De manière générale, c'est un cône. Ces tétraèdres-là sont des cônes, et ça aussi, c'est un cône, c'est-à-dire qu'il y a une base et un apex, et puis on fait tous les segments qui vont de la base vers le sommet. Okay, et donc le volume
d'un tel objet, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Et donc, mais ça, c'est une autre histoire. Je voulais simplement dire que le volume ne dépend que de l'aire de la base et de la hauteur. Okay, donc, voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire. Donc, très bien. Donc là, ça faisait 1/3. Donc, peut-être que j'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant que c'était égal à l'aire de la base fois la hauteur, qui ne serait pas un cône, qui serait un cylindre. Okay, donc, je voulais dire simplement que ça dépendait seulement de la base et de la hauteur. Donc, comme ils ont même base et même hauteur, ils ont même volume. OK. Donc, je vais... mais merci pour votre fact-checking en direct. Donc, je vais reprendre... donc, on a le droit de faire des erreurs, et moi, j'en fais beaucoup, et ça ne me pose aucun problème. Voilà, simplement, et effectivement, à un moment donné, il faut dire... Il faut arrêter de dire des garabistouilles. Ok, donc là, j'ai repris mon tétraèdre de côté 2, okay, qui est donc 8 fois le volume de... Et je vais le compléter encore avec encore d'autres tétraèdres réguliers, encore 4 autres tétraèdres réguliers que je vais mettre maintenant sur les faces noires. Vous voyez que vous avez okay, des faces qui sont noires. Donc je complète mon autre tétraèdre régulier, et je vais me retrouver avec une très très jolie figure. Hop, 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 hop. Ah, il est là mon tétraèdre. J'ai eu peur, j'ai pensé qu'il était tombé sur mon voyage à vélo. Voilà, donc, alors, là, je vais avoir besoin de le mettre sur le côté pour accéder à la dernière. Voilà, donc ici, j'ai complété. Oups là. Bon Pierre, tes aimants, ils ne sont pas assez forts. Et donc, vous voyez que là maintenant, j'ai donc un tétraèdre régulier blanc et complété par un tétraèdre régulier noir. Et ça me donne cette jolie figure qui s'appelle la Stella Octangula de Kepler. Kepler, il en était... donc Kepler, c'est un autre de mes héros qui a compris vraiment... qui a fait vraiment entrer l'Occident dans la science. Donc la Stella Octangula, c'est une vraie belle figure. Et donc là maintenant, il y a 8 plus 4, il y a 12 volumes d'un tétraèdre. Okay, puisqu'on a l'octaèdre qui compte pour 4, on a rajouté 4 triangles équilatéraux blancs et encore 4 triangles 4 tétraèdres réguliers noirs. J'ai dit des triangles, je crois, au lieu de tétraèdres. Enfin, peu importe. Donc 4 tétraèdres réguliers noirs. Donc ça fait 4 fois 3, 12 volumes de tétraèdres. Et vous voyez que maintenant, il y a des creux là. Okay, et ces creux-là, eh bien, ils sont juste bien faits pour accueillir des quarts d'octaèdre. Et voilà, donc je mets des quarts d'octaèdre dans les trous qui restent. Okay, et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Et combien j'en mets? Alors, donc, vous pouvez essayer de compter combien il y a de trous dans cette Stella Octangula, combien est-ce qu'il y a d'espace, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors, en fait, Pierre a fait les choses bien, donc il a fait des blancs. Okay, donc je vais d'abord mettre les blancs. Voilà. Il a fait ensuite des gris. Voilà, je vais mettre des gris là par là. Toc toc. Et puis ensuite il a mis des noirs. Donc dans le chat vous pouvez essayer de me dire combien de pièces je mets pour compléter ma Stella Octangula et qu'est-ce que c'est ce que j'obtiens. Ce que j'obtiens c'est quand même assez clair, non? Ce que j'obtiens c'est très clairement... Alors, il m'en manque une. Ce qu'on obtient, manifestement, ils ont bien deviné, c'est un cube. Exactement. Mais tous ne sont pas d'accord sur le nombre à rajouter. 16, 12, 6, les avis divergent. Alors, donc, là, ici, nous sommes en dimension 3. Si on devait faire la chose dans une dimension, dans l'espace-temps, par exemple, ça serait un petit peu différent. Mais là, ici, on est en dimension 3. Vous voyez qu'il y a une dimension grise,
une dimension noire, la dimension verticale, et une dimension blanche, okay, comme on a x, y, z, okay, un trièdre là, comme ça, voilà. Okay. Donc, en fait, on a trois couleurs qui sont associées à 3 dimensions, et dans chaque dimension, par exemple, je vais prendre la noire, là, vous en avez 1, 2, 3, et un quatrième de l'autre côté. 4 quarts d'octaèdre noirs, 4 quarts d'octaèdre blancs et 4 quarts d'octaèdre gris. Donc finalement, on en a 4 x 3. 4 x 3, ça fait 12. Donc on en avait 12 pour la stella octangula, 12 pour les quarts d'octaèdre. Finalement, on en a 24. Okay, 24. Donc notre cube, là, dont on connaît le volume, hein, le volume, c'est simplement cette dimension de l'arête au cube. Okay, c'est ça son volume. Eh bien, il est décomposé par 24 fois le volume de ces pièces-là. Alors on sait que ces pièces, elles ont toutes le même volume, que ce soit le tétraèdre régulier ou ce quart d'octaèdre, elles ont le même volume. Okay, donc finalement, le volume du cube, c'est 24 fois le volume du tétraèdre. Okay. Alors maintenant, on peut se poser la question, bon bah ok, d'accord, mais c'est quoi cette arête? Okay, c'est quoi cette arête? Alors vous pouvez tenter de me dire, là, si ça, j'appelle ça A, combien vaut cette longueur-là? Okay, donc dans le chat, vous pouvez vous poser la question, si ça vaut A, si cette arête-là a une longueur A, combien vaut cette arête-là? Alors vous allez peut-être avoir des petits problèmes, parce que j'ai un peu de mal à lire. Formules mathématiques qui vont peut-être pas forcément bien passer dans le chat. J'en ai qu'une que j'arrive à lire, racine de 2a carré. Exactement, il y a racine de 2. Mais peut-être que les deux sont bonnes aussi, mais vu comme elles sont écrites, j'arrive pas à les lire. Voilà, c'est sûr que c'est pas facile de faire le symbole racine carrée de 2. Pourquoi racine carrée de 2? Parce qu'en fait, vous voyez, si ça vaut A, okay, si ça vaut A, ça fait que ça vaut 2A, la grande diagonale elle vaut 2A, et le rapport dans un carré, donc vous voyez qu'une face du cube c'est un carré, et nous ce qui nous intéresse c'est cette grande arête ici, là, vous voyez? Et donc le rapport entre la grande diagonale et le côté dans un carré, c'est racine de 2. Okay, alors bon, il y a un vieux barbu qui s'appelle Pythagore qui disait que A au carré plus B au carré est égal à C au carré dans un triangle rectangle de côté A, B, et d'hypoténuse C. L'hypoténuse, c'est la plus grande longueur. Donc on a 1 plus 1 est égal à 2. Okay, tout ça, c'est des carrés. Donc finalement, ce côté-là, sa longueur, c'est racine de 2. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la moitié. Donc on peut encore prendre ici cette moitié de carré, là. Et le rapport entre ce côté-là, qui est A, et celui-ci, c'est racine de 2. Donc si ça, c'est A, ça, c'est racine de 2A. Finalement, le volume de ce cube, c'est racine de 2A, le tout au cube. Okay, et donc, on arrive à notre formule, le clou du spectacle, qui est que le volume du tétraèdre régulier de côté A, c'est racine de 2A, le tout au cube, divisé par 24. Ok, voilà, donc ça c'était une première chose. Et moi je trouve qu'il faut vraiment toucher pour le croire. Ce huitième, franchement, il sort très très souvent. Et ça, pourquoi? Parce que en fait, derrière, il y a une pensée qui est une pensée linéaire. On a du mal à sortir, nous, humains, de la pensée linéaire. Et c'est-à-dire qu'on a du mal à sortir de la multiplication ou à itérer la multiplication. On l'a vu avec la Covid. Donc, la pensée exponentielle, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender quand on itère une multiplication. Et donc, on a vu à longueur de journal télévisé, la pandémie devient exponentielle. Elle l'était. Simplement, exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire exponentielle? Ça veut dire, bon, il n'y a rien qui se passe. Ah oui, peut-être, paf, c'est trop tard. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire exponentielle. Mais n'empêche que c'était déjà exponentielle, même quand il n'y avait pas grand-chose. Donc, exponentielle, ça peut aussi être une exponentielle décroissante, où ça va de moins en moins. Okay, et c'est ce qu'on espère justement, une fois qu'on sera vacciné assez largement, et que le R0 il sera plus petit que 1, et qu'on aura une exponentielle décroissante et extinction de la pandémie. Voilà, donc exponentielle, ça ne veut pas forcément dire que ça explose. Okay, ça peut être des choses à bas bruit, donc par exemple les cancers, vous en avez sûrement dans votre corps, mais simplement ça compte un nombre de cellules très petit.
Leur croissance est exponentielle, oui, malheureusement. Et si vous duriez aussi longtemps que Mathusalem, ça finirait par se voir, mais certaines restent là, tranquillement, et puis ne vont pas vous faire de problème. Okay. Pourtant, leur croissance est exponentielle. Ok, donc, tout est affaire de multiplication. La multiplication, c'est vraiment la base de la science. Okay. Donc, c'est-à-dire garder les choses en proportion. Okay. Donc, à des causes qui sont d'une certaine taille, eh bien, vous avez des effets qui sont proportionnels. Okay. La proportionnalité, c'est la grosse affaire du collège. Okay. Pendant le collège, on vous a bassiné avec la proportionnalité. Ce n'est pas parce que c'est simple et qu'il faut commencer par ça. Non, c'est parce que c'est vraiment fondamental. Et que la plupart des phénomènes autour de nous s'expliquent par la proportionnalité. Donc, en particulier, à la Renaissance, donc j'ai parlé de Kepler, donc c'est au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, mais donc au Quattrocento, eh bien donc il y a à la fin du Quattrocento la Renaissance et le dessin en perspective qui commence à apparaître, et en quelques dizaines d'années, pouf, on a tout compris, okay, et on est capable de dessiner et de comprendre. Donc il n'y avait pas de différence entre artistes, géomètres, scientifiques à l'époque. Okay, tous les artistes étaient des mathématiciens. Et ils utilisaient vraiment cette chose-là, que la proportion des causes, des causes et des effets, si une chose est 2 fois plus loin de moi, eh bien, je vais la dessiner 2 fois plus petite. Okay, même si c'est le pape ou Jésus-Christ au bout de la scène. Okay, donc, avant ça, les perspectives, elles existaient, mais c'était des perspectives sociales ou théologiques. Maintenant, à la Renaissance, l'individu devient important et son point de vue devient important. Et donc, l'objectivation du réel peut commencer, et c'est ça la science. C'est dire que l'individu, il est au cœur de l'observation. Et donc, et quand on itère cette mise en perspective, eh bien, on arrive à des suites, okay, des suites qu'on appelle géométriques. Et la suite, elle est géométrique parce qu'elle est géométrique. Voyons voir ça sur un exemple. Voilà, donc je vais en direct tenter de vous montrer la chambre obscure. Donc on a des machines à dessiner en perspective. Et donc, par exemple, la chambre obscure. Okay. La chambre obscure, c'est quoi? C'est que j'ai un objet qui est à l'extérieur de ma chambre obscure. Okay. Et donc, je vais me mettre, moi, à l'intérieur d'une chambre obscure avec un petit trou dans un des murs. Et puis, l'image de la chambre obscure va se projeter sur le mur à l'intérieur. Et en fait, c'est une machine à multiplier. Une machine à multiplier, donc alors ici, ça c'est un autre type de machine où l'objet, enfin l'écran, se trouve entre l'objectif de l'artiste, qui est son œil, et l'objet qui est loin derrière. C'est aussi une machine à multiplier et en général une machine à réduire. Okay, donc là par exemple, Christian, ici, oui. Nous avons une question de vocabulaire. Très Que bien. signifie itérer? Itérer, ça veut dire répéter. Répéter plusieurs fois. Okay, voilà, donc si ce n'est pas un pléonasme de répéter plusieurs fois. Et donc, ici, voilà, donc là, je suis en train de multiplier. Donc, par exemple, ici, le rapport des longueurs de l'objectif à l'objet et de l'objectif au plan de projection. Ici, vous voyez, c'est 0,45. Et donc, si je le place de l'autre côté, eh bien, je me retrouve la tête en bas. Déjà, c'est quand même intéressant de voir qu'on se retrouve la tête en bas. Et si ce que je suis en train de dessiner, si votre bonhomme il est en train de tenir une équerre, eh bien, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ce moins 0,32? Ce moins 0,32, c'est là où 1 a été envoyé. Donc ici, là, j'ai une équerre assez sophistiquée que vous pouvez acheter à l'IRM, voilà, donc, qui sont fabriquées par Aleph. Et donc, vous voyez que 1, donc c'est une équerre sophistiquée parce que c'est une équerre qui sert à vous repérer sur une droite. Alors, les distances, elles sont toutes positives, d'accord? Mais les distances, elles peuvent aussi être algébriques. Quand vous vous repérez sur une droite, il y a à gauche, à droite, et donc vous pouvez avoir des nombres qui sont négatifs pour repérer des points sur la droite.
Et donc 1 est envoyé sur moins 0,32. Vous voyez, donc 1, 2, 3, je compte moins 0,32. Et là, je peux lire avec mes yeux que, par exemple, moins 6,4 multiplié par moins 0,32, c'est le rapport d'agrandissement ici, eh bien, ça fait plus 1,5, 6, 7, 8, 9, attendez, je suis où là? Allez, ça fait presque 2, voilà. Moins 0,32 multiplié par moins 6,4, ça fait 2 à peu près. Donc il faudrait que je regarde, ça fait un petit peu plus que 2. Voilà. Donc je le lis ici, moins 6,4, je le lis et je lis ici la réponse. Donc finalement, là, j'ai eu donc les machines à dessiner sont en fait des machines à multiplier. Et donc pour vraiment bien comprendre, là ici, vous voyez que j'ai fait moins 6,4 multiplié par moins 0,32 est égal à plus 2. Okay, on a une interprétation du fait qu'un produit de deux nombres négatifs devient un nombre positif. Et en fait, et ça, pour vraiment bien le comprendre, on est obligé d'aller dans le plan. Et on va continuer à aller dans le plan pour prendre des nombres du plan. Okay, les nombres, qu'est-ce que ça veut dire multiplier par un certain nombre? C'est simplement prendre 1 et l'envoyer sur ce nombre-là. Okay, quand je multiplie 1 par 3, je prends 1 et je l'envoie sur 3. Et tout le reste du plan suit. Okay, et ça grandit d'un facteur 3. Et bien, je peux faire ça. Donc ici, c'est ce que je fais là. Donc, je prends le point 1, par exemple, je le multiplie par 3. Bon, bah ok, 3 c'est trop grand. Je multiplie par 1,5, je suis 1,5 fois plus grand. Okay, je multiplie par 0,5, je suis une demi-fois plus. Ben, en fait, je peux multiplier par un point du plan. C'est-à-dire que 1 devient un point du plan. Alors 0, il reste 0. Hein. 0 fois 0, ça ne fait pas grand-chose, mais ça reste 0. Okay, donc 0 fois 0, on est égal à 0, si on est d'accord là-dessus, et que 1 devient un certain point du plan, et que tout le reste du plan suit, eh bien, on invente une nouvelle multiplication qui s'appelle donc la multiplication par les nombres complexes. Alors complexe, ça ne veut pas dire j'ai des complexes, j'ai trop de boutons sur le visage, etc. Complexe, ça veut simplement dire qu'il y a deux parties. Deux parties qu'on appelle réelles, mais pour moi, les nombres de la droite, ils ne sont pas plus réels que les nombres du plan. Hein. Donc les nombres du plan, ils demandent à être aimés, tout comme les nombres de la droite. Et donc ici, vous voyez, donc, j'ai multiplié par 1,5 plus le point de coordonnées 1,5, 1,5. Alors plutôt que d'avoir des points de coordonnées, on va composer donc, de manière additive. On va dire que ce point-là de coordonnées 1, 0, on l'appelle I, le nombre imaginaire. Mais il n'est pas plus imaginaire que vous ou moi, hein, donc il est bien là, il est sur le plan. Hein, okay, donc il n'est pas moins imaginaire que le racine de 2 qu'on a vu tout à l'heure. Donc si je multiplie par I, vous voyez, j'ai tourné d'un quart de tour. Alors bon, tourner d'un quart de tour, ça je peux le faire 2 fois. Et j'ai donc ici, quand je vois I multiplié par I est égal à moins 1. On a I carré égal à moins 1, qu'on observe ici assez facilement dans le plan. Et c'est assez pratique, on peut multiplier par, et on peut lire de la même manière, on peut lire la multiplication par des points du plan. Alors donc ça, on peut itérer ça, et on obtient des suites géométriques. Des suites géométriques qui sont géométriques parce qu'elles sont géométriques. Okay, c'est-à-dire que ici, donc elles sont très clairement associées à la perspective. Hein, donc quand vous avez une succession, une itération d'éloignement, tous du même rapport, eh bien, on obtient ce genre de choses, c'est-à-dire un dessin en perspective. Alors, c'est quand même intéressant de questionner ce mot de raison. Hein, ça s'appelle la raison d'une suite géométrique. C'est la même raison que la raison avec laquelle on raisonne, c'est-à-dire garder les choses en proportion. On garde les choses en proportion et on raisonne. Et c'est la même chose en grec. Dès les Grecs, donc le mot raison dans une suite géométrique, ça se dit logos. Et l'étude de n'importe quoi, c'est le logos de, bon, je sais pas moi. Et donc l'archéologie, par exemple. Hein, donc je ne sais pas ce que ça veut dire archéos. Ça veut dire vieux, je crois. Donc c'est l'étude des choses vieilles. Et donc, c'est simplement garder la raison, garder les choses en proportion en ce qui concerne les choses vieilles. Okay, et donc, la raison avec laquelle on raisonne, c'est la raison de la suite géométrique. Et la suite géométrique, elle est géométrique parce qu'elle est géométrique. Et on peut donc faire des raisons plus petites que 1, des raisons plus grandes que 1.
On nous demande si le logarithme découle de ça. Alors, donc effectivement, le logarithme, il est vraiment absolument crucial. Donc, logarithme et exponentiel donc là, ici, on a une suite géométrique. Okay, et cette suite géométrique, eh bien, c'est-à-dire une itération de multiplication. Donc, elle est associée, son pendant continu s'appelle l'exponentielle. Okay, donc là, et donc l'exponentielle, c'est la suite géométrique. Enfin, c'est le pendant continu de la suite géométrique quand on multiplie non pas par q, q carré, etc., mais q puissance t, avec t un point de la droite. Et donc, ce qui fait le contraire, c'est-à-dire qui, à q puissance t, me donne le t, ça s'appelle le logarithme. Donc, effectivement, chercher la raison, c'est prendre le logarithme de quelque chose. Okay, donc, passons à une autre manière de voir, la suite géométrique. Hop là, où est-ce que j'ai mis ça, moi? C'est une pochette verte avec des choses dedans. Ah, flûte et zut. Ok. C'est tout. Ok. Donc, oui, mais là j'ai pris du vert et ça c'était pas une bonne idée. Ok, donc j'ai des carrés. Okay, j'ai des carrés ici. Donc j'ai des carrés de certaines tailles. Okay, donc j'ai un carré bleu, okay, un carré rouge et un carré que vous ne voyez pas parce qu'il est vert. Okay, un carré transparent. Ça c'est bien, un carré transparent. Et donc je vais, donc ils sont tous de la même taille. Okay, okay, et donc je vais maintenant prendre des carrés qui sont, vous voyez, simplement de taille moitié. Okay, donc ici, je vais poser la question, est-ce que vous savez combien fait 1, donc on va dire ça c'est 1, plus okay, 1 plus 1 demi, plus 1 quart. Ok, attendez, c'est mon quart ça? Paraît un petit peu petit, non, c'est bon. Ok, plus 1 quart, plus 1 huitième. Je vais les poser comme ça là, devant moi. Plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 seizième, c'est-à-dire la somme des puissances de 2. Ok, hop, on ne voit pas. Ok, j'aurais dû faire quelque chose de vertical. Donc 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 seizième, etc. La somme des puissances de 2. Combien ça fait? Eh bien ça s'appelle donc le paradoxe de Zénon. Okay, le paradoxe de Zénon, Zénon d'Alexandrie, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop avec ça. Et il disait que Achille ne rattraperait jamais la tortue, ou que la flèche ne peut pas atteindre sa cible. C'est-à-dire que le mouvement est impossible. Alors, il savait très bien que le mouvement était possible. Hein, donc, il savait très bien que les flèches, malheureusement, atteignent souvent leur but. C'était une manière, c'était la manière donc de faire un paradoxe, c'était la manière pour eux de dire qu'il y avait un problème là. Okay, et donc, son argument, c'était, oui, la flèche, avant d'atteindre sa cible, il faut d'abord qu'elle fasse la moitié du chemin. Okay, donc, disons, voilà, donc ça c'est une, et il faut d'abord faire un demi. Okay, et une fois qu'on est arrivé, on va plutôt faire comme ça, on a un demi. Et une fois qu'on a fait un demi, il reste encore un quart à faire. Okay, et une fois qu'on a fait un quart, il faut encore faire un seizième. Okay, la moitié de la moitié, la moitié de la moitié de la moitié. Okay, et une fois qu'on a fait un seizième, il faut encore faire, il est où mon 32e? Oups là, bon, bah, je l'ai perdu, mais enfin vous l'imaginez bien. Okay, donc on a la somme des puissances, les inverses des puissances de 2. Okay, et il savait bien que finalement, on réussissait à faire 1. Donc, maintenant, il a fallu attendre vraiment très longtemps pour que ces infinitésimaux, donc on a une infinité de longueurs qui toutes sont strictement positives, hein, à chaque fois, il reste quelque chose à faire, sauf qu'on va 2 fois plus vite pour le faire. Et donc, en un temps fini, on va faire exactement 1. Donc, 1 est égal à 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 seizième, plus 1 32e, etc. Toute la somme des inverses des puissances de 2. Donc ça, c'est la somme d'une suite géométrique. Donc on peut calculer
les sommes des suites géométriques. On peut avoir une infinité de nombres qui tous sont strictement positifs, et pour autant, la somme ne fait pas quelque chose d'infini. Et donc, ok, très bien, donc on a réussi à faire que la suite d'une somme géométrique de raison 1/2, ça valait 1. Okay, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16, ça faisait 1 à la fin. Et ça résolvait le paradoxe de Zénon. Zénon, il le savait déjà, hein, mais bon. Est-ce que vous savez par hasard ce que fait que, donc on a vu que quand on prend un carré de côté moitié, vous voyez que, ça se voit bien, il en faut 4. Okay, le rapport de surface entre un carré et un carré de taille moitié, eh bien c'est 4. D'accord, il en faut 4 pour recouvrir l'aire. Okay, donc l'aire, quand on multiplie le côté par 2, eh bien, elle est multipliée par 4. Très bien. Et bien, est-ce qu'on peut en déduire la somme d'une suite géométrique de raison 1/4? Okay, donc le paradoxe de Zénon, c'était la somme des inverses des puissances de 2. Okay, essayons de faire la même chose. Alors, je vais peut-être arrêter puis mettre un fond noir derrière moi, là. Ça sera peut-être plus joli. Ou pas. Donc j'en étais où, moi? Je vais revenir là-dessus. Peut-être que ce sera plus joli ici. Donc ici, comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser ces cartons-là pour manipuler et voir combien font la somme des inverses des puissances de 4. Okay, donc ici, vous voyez, j'ai 1. Et je vais regarder. Okay. Vous imaginez que ces trois couleurs là, eh bien, forment un carré, forment quasiment un carré. Okay. Donc, elles forment les trois parties d'un carré. Okay. Donc, il me reste une partie. Il me reste un tiers de mon quart de carré à remplir. Et je peux le remplir justement en mettant de la même manière, alors, mes carrés 2 fois plus petits. Okay, mes carrés 2 fois plus petits, je les pose ici. Et j'obtiens de la même manière que j'ai Pardon. Et donc, je remplis les 3 quarts de mon quart de carré. Mais il me reste encore un trou là, ici. Et ce trou, je peux de la même manière le remplir avec mes... donc là, ça c'était un quart de mon grand carré. Ça, c'était le quart du quart, c'est-à-dire 1/16e. Et là, ça c'est le quart du 16e, c'est-à-dire 1/64e. Il m'en faut 64 de celui-là pour remplir le grand carré qui est ici. Okay, et donc voilà, donc j'ai rempli ici les 3 quarts de mon 1/64e. Et je peux continuer comme ça. Okay, donc finalement, mon grand carré ici, là, il va être rempli à chaque fois par une partie rouge, une partie verte, une partie bleue. Qu'est-ce que vous en déduisez sur la somme des inverses des puissances de 4? Donc 1 quart plus 1/16e plus 1/64e plus 1/256e plus 1/1024e, je pense, plus etc. D'accord? Dans le chat, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Donc, vous voyez que moi, je ne peux pas, et pour l'instant... Ah si, nous avons Isabelle qui tente un 2 avec 2 points d'interrogation. 2 et Thomas qui dit « Je n'ai pas compris la question ». Alors, je répète la question. Là, ici, vous voyez, vous avez une unité d'air, 1. Okay, ça, disons que ça fasse que mon côté, là, il fasse exactement 1. D'accord? Il fasse 1. Donc là, ici, j'ai mon carré, son aire, c'est 1. Ici, donc, l'aire de ce carré-là, c'est 1 quart. Okay, puisque je peux en poser 4 pour faire mon grand carré. Okay, mon grand carré, il est composé d'un quart rouge, un quart vert, un quart bleu, et encore un quart qui a été composé d'autres petits carrés, plus petits. Okay,
Donc ça, c'est un quart. Ça, maintenant, c'est le quart du quart. Okay, vous voyez, c'est le quart du quart. Il est 2 fois plus petit. Donc 2 fois plus petit, étant donné, je vais le mettre sur le bleu, 2 fois plus petit, étant donné que c'est une aire, eh bien, son aire, c'est le quart. Okay, donc ici, ça, c'était déjà le quart du grand carré. Ça, c'est le quart du quart. Donc c'est 1/16e. Ici, vous avez maintenant le quart du 16e, c'est-à-dire 1/64e. Il me faut 64 petits carrés là pour remplir mon grand carré d'unité. Okay. Ensuite, ça c'est ici maintenant, c'est le quart du 64e, c'est-à-dire c'est le 256e. Il me faut 256 petits carrés comme ça pour remplir mon grand carré unité. Okay. Donc ma question, je la répète, c'est si je prends un quart plus 1/16e plus 1/64e plus 1/256e plus, etc., toutes les inverses des puissances de 4, combien ça me fait? Quelle proportion du carré unité j'ai couvert avec rien que du rouge? Les réponses sont très multiples. Ouais. Ça va du 4/3, ouais. 1, 0,5, ouais. plutôt 1/3, ouais. tend vers 1/2. Ah, j'ai 2 fois 1/3 du coup. Et un 1 aussi qui revient. D'accord. Alors 1, non. La réponse, c'est pas 1, puisque 1, ça signifierait que tout mon grand carré, il est rouge. Or, ce n'est pas vrai, je le vois bien. Mon grand carré, il n'est pas tout rouge. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Il y a exactement autant de rouge, de vert que de bleu. Donc, la somme des inverses de puissance de 4, ça fait exactement 1/3. Puisque mon carré a été complètement décomposé en une zone rouge, une zone verte, une zone bleue, et chacun de manière symétrique. Donc finalement, un quart plus 1/16e plus 1/64e plus 1/256e plus 1 sur 4 puissance qu'il faut, avec, okay, eh bien ça fait exactement 1/3. Voilà. Ce qu'il avait trouvé. Très bien, bravo, félicitations. Donc, bon, bah, il y avait des... donc là, j'en étais à pif paf. Voilà. Donc ça, j'en avais une somme, voilà, la somme d'une suite géométrique, c'était là. Donc il y a différentes façons de l'entrevoir. Hein. Donc on l'a vu, bon, voilà, vous avez aussi là que on pouvait le faire aussi avec des triangles. Okay. Donc on prend un triangle et on colorie chacune des couleurs du quart par une certaine... ok, très bien. Donc là, on a la somme des suites géométriques. Ok, très bien. Donc voilà, donc c'est celui qu'on vient de voir. Et je voulais donc finir par donc, le corps. Okay. Donc le corps, il est où là-dedans? Donc voilà, donc ça c'était les machines d'Albrecht-Dürer. Et donc là, la suite géométrique. Okay. Et donc ici, le corps, eh bien, apprendre avec son corps, c'est vraiment important. Et je vous enjoins à mettre, alors je ne sais pas si vous pouvez le mettre dans le chat, cette URL, bit.ly/homme-arbre, okay, avec un H majuscule et un A majuscule. Alors je vais la lancer, ça vous arrive ici, il faut autoriser la webcam, okay, et donc maintenant je vais, voilà, donc là ça va prendre un petit peu de temps et je vais passer en plein écran. Alors donc ça c'est un travail de Montésar, donc Pedro Lealdino Filho et Aaron Montag. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien vous avez donc, on a une suite géométrique. Vous avez en fait deux suites géométriques ici. Une suite géométrique droite qui prend mon tronc et qui l'envoie sur mon bras droit. Et puis une suite géométrique gauche qui prend mon tronc et qui l'envoie sur mon bras gauche. Okay. Donc alors vous pouvez jouer avec, et puis jouer avec donc, les suites géométriques qui sont géométriques parce qu'elles sont géométriques. Okay. Donc les suites géométriques, ce n'est pas juste des suites de nombres dans un tableur. Hein, d'accord. C'est aussi des perspectives comme ça qu'on induit. Alors donc vous pouvez vous sentir un arbre, sentir plutôt fougère ou plutôt un arbre très bien planté qui croît. Enfin bref, vous pouvez jouer avec ça. Et donc voilà. Et je reviens pour finir avec
tout un tas d'autres. Donc je fais, et mon thésard Pedro Lealdino Filho a fait d'autres webcams mathématiques, en particulier une qui s'appelle Function Hero, donc, qui vous invite à danser comme une fonction. Alors donc il faut peut-être que je me décale du QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone. Voilà, donc je vous la laisse flasher si vous voulez, mais il vous suffit de taper bit.ly Function Hero, et donc je vais jouer avec, juste pour finir, je la mets en plein écran. Donc ici vous voyez que vous avez sur la première ligne ce qu'on a appelé une chorégraphie, et qui vous permet, donc là il faudrait que je fasse comme cosinus x, voilà, cosinus x, donc je n'ai pas été assez rapide. Maintenant c'est 1,5 de x2, celle-là je la connais bien, c'est la parabole. Okay. Donc il faut que je sois un petit peu plus haut. Okay. Après, okay. Donc quand c'est vert, quand le graphe il apparaît en vert, ça marque plus de points. Okay. Ensuite c'est moins 1,5 de x2. Okay. Moins 1,5 de x2 c'est plutôt par là. Okay. Voilà, hop. Okay, maintenant, après, ça va être exponentielle x. Hop, exponentielle x, elle est plutôt comme ça. Hein. Il ne voit pas ma main. Donc, là, parce qu'il y a une lumière derrière, il faut que, les conditions de lumière soient bonnes. Okay. 1/6 de x cube, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. Vous avez compris le but du jeu. Donc, le but du jeu, c'est d'utiliser son corps pour pouvoir manipuler des mathématiques mais il ne faut pas oublier de verbaliser ce qui se passe et pour pouvoir avoir accès à l'abstraction de manière à ce que votre expérience sensorielle s'ancre dans des apprentissages. Voilà. Merci beaucoup pour votre intérêt.